Il y a peu de gens qui mettent 1 euro sur le fait que je vais rester plus de 2 mois. Et ça fait 15 ans. Je crois que la mort n'existe pas. Je pense que la mort, c'est la vie qui continue autrement. Je pense que il y a des corps morts, bien sûr, mais les humains se métamorphosent. Je dis que c'est juste la vie qui continue autrement. Mon moteur à moi et mon envie et ma détermination, elle vient d'ailleurs un peu plus tôt, tu vois, plus dans mon rapport à l'école qui a été chaotique, dans mon rapport à la dyslexie qui a été hyper importante et invasive dans ma vie. Mon moteur, je l'ai plus fabriqué dans cette espèce de d'adversité-là, en étant dans un système qui ne me correspondait pas. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui et je m'en excuse. Mais ça ne m'empêche pas de vous remercier de votre fidélité chaque semaine. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines pauses. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. On a avec nous aujourd'hui l'une des voix et l'un des visages les plus familiers de l'info en France. Depuis 15 ans, il présente le 1945 sur M6, mais il est bien plus qu'un simple présentateur. Journaliste, écrivain, animateur, mais aussi cavalier et chercheur spirituel. Mon invité d'aujourd'hui a traversé plusieurs vies en une seule. Issu d'une famille nombreuse, élevé dans une discipline stricte, il s'est émancipé des codes pour tracer sa propre route. Entre Paris dernière et la littérature, entre le fracas de l'actualité et l'intimité de l'écriture. Et ensemble, nous allons explorer son parcours, ses valeurs, ses doutes et sa vision de la vérité. Bonjour, Xavier Demoulin. Bonjour Alexandre. Tu vas comment? Bah mieux que toi, visiblement, parce que ta voix, j'ai mal pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien de très grave, je m'excuse. Non, mais moi, heureusement que ça m'arrive. C'est ma plus grande hantise d'avoir ce que t'as. Ça t'est déjà arrivé en 15 ans? Non, quasiment pas. Pas de cortisone comme moi j'ai dû prendre pour un... Non. Alors tu vois, ça m'a amusé parce que c'est là que je dis qu'il y a un message. Hein. T'es une des plus belles voix que je connaisse et je me retrouve avec une voix cassée. C'est un message. Mais en tout cas, ça tombe bien que c'est plutôt toi qui dois parler que moi. Donc, c'est quoi le message? C'est quoi le message? Si c'est un message, je t'attends. C'est quoi le message? Il faut que je parle encore moins. Que dire? Tu crois que c'est ça? Ah, moi, je pense qu'Alexandre. Tu crois que c'est ça? Laisse encore plus de place à ton invité. Tu veux que je fasse les questions et les réponses? Ça, j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Double dose de travail aujourd'hui. Non. Alors, non, mais ça m'est jamais arrivé. De pas de ma voix comme ça, heureusement, en 15 ans, pour répondre à ta question. J'espère que je vais pas apporter ma chance. C'est surtout que tu vas pas me donner le truc, que je vais pouvoir sortir d'ici en gardant ma voix. Ouais. Quelle voix. D'ailleurs, cette voix-là, tu l'as su très tôt. On te l'a dit très jeune en disant, Xavier, t'as une voix. Non, pas du tout. Absolument pas. En fait, quand tu as ta voix, tu n'entends pas ta voix comme les autres l'entendent, par définition. De même que tu ne te vois pas comme les autres te voient. Tu savais ça. Et donc, moi, je n'en ai pas pris du tout conscience. J'ai toujours eu une voix plus grave que les autres. Sans la forcer jamais. Mais sans la forcer jamais. Et puis, voilà, quoi. C'est devenu un élément assez identifiant avec le Paris dernière d'abord. Parce qu'il n'y avait que la voix. Et tu voyais pas par définition le présentateur. Et puis après, avec le journal, effectivement, c'est devenu un élément d'identification fort en ce qui me concerne. Bon, la bonne nouvelle, c'est que toi, ça nous a permis, c'est ça le message, c'est que ça nous a permis de parler d'abord de ta voix, ce que j'avais pas forcément prévu. Mais on parle du 1945, donc cette grande messe hebdomadaire quotidienne. Quotidienne, ouais. Moi, je t'ai pas connu du tout là-dessus. Moi, ces années où je passais beaucoup de temps aux États-Unis, moi, je t'ai connu quand j'habitais encore la France, sur Paris dernière. Et c'est vrai que quand je t'ai retrouvé quelques années après, je me suis dit, mais est-ce qu'on parle du même? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'on parle du même? Moi, je me souvenais du Paris dernière, une émission incroyable, folle, donc par feu Thierry Ardisson, inventé, imaginé. Et je te retrouve là, dans ces parties fines, ces clubs, ce monde que les gens ont envie de connaître, mais que très peu de gens connaissent. Et je te revois parfait, cadré, structurant, ainsi de suite. Et je me dis, mais c'est le même ou pas? Et alors, à ton avis, est-ce que c'est le même ou pas? Je pense que c'est exactement le même. Ben, c'est le même. C'est le même avec
beaucoup de différences aussi. C'est juste que plus âgé, t'as 10 ans mais plus. on a plusieurs personnalités. Quand je fais Paris Dernière, je suis à mille lieues de me douter. Moi, je viens du magazine, pas de l'info. En général, t'as des bébés chaîne info, ils grandissent en chaîne info, ils se développent, ils réussissent, et puis après ils arrivent, et à la fin, ils font du magazine. Moi, j'ai un parcours totalement inverse. C'est-à-dire que je viens du magazine, et je bascule vers l'info en 2010, le Hot News. Quand Nicolas de Taverneau me choisit pour incarner le 1945, il me connaît de Paris Dernière, il connaît mes reportages d'avant en magazine, etc. Paris Première et M6, c'est le même groupe. C'est la même boîte. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Ce qu'il est venu chercher, c'est une personnalité pour son JT. Mais moi, derrière, ce que je sais, quand j'accepte le défi, c'est qu'il faut faire un gros reset général et repartir de zéro. Mais et vite. C'est-à-dire qu'en fait, prendre des réflexes et changer complètement, même si le métier de journaliste reste le même, changer complètement aussi de méthode et m'adapter. Ton software, en fait. Voilà, ton logiciel. Mon logiciel. Qu'est-ce qui lui prend ? Il dit, je vais faire un coup, soit ça marche au bout de 2 mois, soit, de toute façon, c'est un succès. Il y a 2500 personnes qui veulent prendre de sa poste-là. Comment prendre quelqu'un qui vient pas, justement, ce que tu dis, des news ? Il y a peu de gens qui n'ont pas envie que tu tombes à ce moment-là. Non, il y a peu de gens qui mettent 1 euro sur le fait que je vais rester plus de 2 mois. Et ça fait 15 ans. Donc ça veut dire que pourquoi il fait ça, Nicolas ? Il faut appeler Nicolas de Taverneau et lui poser la question. C'est un mystère. Non mais moi je sais pas. C'est ça. C'est lui qui. C'est un génie marketing. Ça fait partie de la personnalité absolument incroyable de ce personnage avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est une personnalité imprévisible tout le temps, avec une vista, avec une intelligence supérieure, non pas parce qu'il m'a choisi, mais je veux dire dans l'ensemble de son œuvre. Le type a une carrière. Qu'il est intelligent. Non mais le type, bravo, mais le type a une carrière. Enfin voilà, j'ai rien à démontrer sur Nicolas. C'est un type à part. Et moi, ça a été une rencontre déterminante de ma vie. Donc pourquoi il m'a choisi ? Il faut lui poser la question. Moi, quand on me propose ça, je me demande si c'est pas une caméra cachée, parce que j'ai évidemment pas le profil. C'est lui qui t'appelle ? C'est lui qui t'appelle ? C'est Thomas Valentin qui m'appelle. Je suis en tournage. La dernière à Capton, voilà, je suis en train de finir de tourner, il me dit tu rentres quand ? Je dis bah là, pourquoi ? Viens me voir, j'ai un truc à te proposer. Et on fait des essais pour le 1945, est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui, ça m'intéresse, parce que je suis curieux, pourquoi pas, tu vois, essayons. Et je fais les essais, et ça tombe sur moi, ils me choisissent. Ils disent c'est lui qui va faire ça. Et évidemment, les gens de l'info se disent mais pourquoi lui ? Puisqu'on a déjà d'autres gens d'info qui pourraient le faire. C'est comme ça. Et moi j'arrive dans mes petits souliers, tu vois. Et je tombe sur une rédaction hyper accueillante. Vraiment ? Bah oui, mais pas celle d'aujourd'hui, à l'époque. Mais j'arrive. Mais celle d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà là à l'époque. On a tous grandi ensemble et évolué ensemble. Mais moi, je dis, écoute, quand tu ne sais pas, tu demandes. Donc j'arrive avec beaucoup d'humilité, je joue carte sur table. Je dis, voilà d'où j'arrive, voilà mon parcours. Vous le savez. Vous le savez, donc je vais pas vous expliquer comment ça se passe. Apprenez-moi, je peux apprendre vite. Je peux aussi vous apporter des choses par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience professionnelle passée. Et ça a été un échange de très bons procédés. On va évidemment parler de ce monde de la télévision, de ton parcours. On va revenir un peu en arrière, parce que c'est difficile de comprendre qui tu es aujourd'hui sans se creuser un peu ta jeunesse, ton enfance. Donc toi, déjà, une famille plutôt aristo, on voit bien que c'est 2 moulins, donc il y a une aristocratie, un peu désargentée même si tu grandis. Complètement désargenté. C'est vrai, donc je te le fais dire les choses. Donc tu grandis à Meudon. La forêt. Meudon, la forêt, t'as raison. C'est pas pareil. Il y a 2 Meudons. Hein. Il y a 2 Meudons. Meudon, c'est plutôt. J'adore ça, toi. J'aime bien ça parce que c'est important. Parce que il y a un Meudon plutôt CSP++. Meudon, bourgeois, CSP+, les grandes meulières, etc. C'est très beau, Meudon. Et puis t'as Meudon la forêt au-dessus. Pourtant, Meudon la forêt, c'est plutôt classe. La forêt, tu penses que t'es chez le comte. Ce qui est classe, c'est d'être bien où on est, tu vois. Et là-dedans, c'est les premiers grands ensembles qui sont construits, qui sortent de terre dans les années 60, pour accueillir toute une population qui va venir travailler en France. Et donc, c'est la mixité sociale. Et il y a des résidences, et dans une de ces résidences, mes parents s'installent là, on est 9 à la maison. Donc, il faut loger tout le monde. Et donc, combien de mètres carrés pour 9 ? on avait réuni 2 appartements, donc on avait 120, 130 mètres carrés à 9. Mais on dormait, on était très bien. Moi, j'ai jamais manqué de rien. Je partageais ma chambre. J'ai jamais eu ma chambre à moi avant l'âge de 15 ans, 16 ans. Il a fallu attendre que les grands s'en aillent. Donc, il faut comprendre. 7 frères et sœurs étaient le dernier. T'es celui qui arrive, on attend ou pas forcément, qui vient peut-être d'un accident. Le tardillon, il est là. Et
Et ce que tu dis, moi, c'est marrant parce que quand j'ai creusé un peu, moi, je pensais au départ. Mais avec beaucoup d'amour, attention. Alors, revenons là-dessus. Beaucoup d'amour, mais qui n'était pas exprimé. Non. Donc, c'est un amour que. Alors, tu le vois peut-être un peu différemment. Je pense que ce que tu vois aujourd'hui est peut-être bien différent de ce que tu sentais. Déjà, quand tu es le 7e, première question que j'ai pour toi, j'ai eu quelqu'un que j'aime beaucoup ici, il y a quelques mois de ça, qui s'appelle Mathieu Lehanner. Ouais. Mathieu Lehanner, le célèbre designer, un designer exceptionnel, qui était comme toi, le 7e, je sais pas si tu le connais, Mathieu, 7e de sa famille. Vous avez discuté de ça ensemble? Non, on n'a pas discuté de ça. On pourrait discuter la prochaine fois de ça. 7. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit ici quelque chose que je ne m'attendais pas. Il dit, c'est un moment assez particulier que j'ai beaucoup aimé. Il dit, Alexandre, en fait, c'est ça mon problème de ma vie. C'est d'avoir été le 7e. Parce qu'en fait, personne m'écoutait. Personne m'attendait. Personne m'a attendu. Et en fait, j'ai dû me réaliser beaucoup plus. Et dès 5 ans, il me disait, dès 5 ans, Alexandre, ici, il me disait, dès 5 ans, je me suis dit, il y aura un prénom dans cette famille. Et c'est pas les Lehanner, c'est Mathieu. Toi, tu as vécu ça. Hein, tu t'es dit, Xavier Demoulin, il y aura Xavier aussi, et je réussirai. Et vous m'écouterez un jour parce non, que absolument pas, parce que moi, j'étais le dernier. J'avais 18 ans d'écart avec ma plus grande sœur, 17, 16, 15, 14. Et tout le monde est parti quasiment quand j'avais 6 ans. Donc moi, j'ai aucun souvenir de toute la famille ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je suis le dernier de 7, mais j'ai limite été élevé en fils unique. On était 2 avec ma sœur qui était juste devant moi, 50 plus. Les autres sont tous partis. Allez, ça a commencé à 6 ans, 7 ans, 8 ans. À 9 ans, il me reste encore un frère, une sœur. Et après, mon frère s'en va et on est 2. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un autre paradoxe. Quand tu parlais de cette famille-là, encore une fois, moi, je voyais ton papa strict, mais je pensais qu'il était encore plus strict que ce que j'ai compris, en fait. Ton papa, tu disais, j'adore ce que tu dis, c'est toi qui l'as dit, j'aimais bien, tu disais, c'est comme les politiques, les journalistes. Vous voyez en public et vous tutoyez en privé. Donc, il y avait vraiment une sorte de structure aristocratique. Mais tout à l'heure, j'ai bien aimé ce que tu disais, il y avait beaucoup d'amour. Moi, j'avais du mal à le comprendre, l'amour, quand c'est pas exprimé. Comment toi t'arrives à le voir à 7 parce que c'est quand c'est pas des câlins, quand c'est pas je t'aime, comment tu le vois ça? Parce que c'est pas la même époque du tout. On est dans les années 70, il y a des modèles assez, voilà, là c'est Même dans les 70, il y avait quand même l'amour, les gens pouvaient dire je t'aime. Ça dépend dans quel milieu, dans quelle génération. Moi, ils me l'ont dit, ma mère et mon père m'a fini par me le dire, mais tout ça, ça a pris du temps, il y a des évolutions. Et puis je te jure, quand on était neuf, etc., ils avaient pas le temps pour... Quand est-ce que t'as découvert ton papa? J'ai découvert mon père, allez, on va dire, l'année de ses 60 ans. Mais il m'a eu à 47. Oui. Donc ça va. Mais si tu veux, après, on a commencé à devenir vraiment proches. Et puis, on a fini très amis. Mais c'est une amitié qui a mis du temps à se dessiner. Il a fallu que lui s'assouplisse, ce qui est arrivé avec l'âge, qu'il y a eu une espèce d'inversion aussi des pouvoirs. Ma mère s'est affirmée, lui il a laissé vachement de l'Est, tu sais, les courbes se sont croisées, et puis de la figure un peu titulaire, autoritaire, paternelle, versus un peu, tu vois, patriarcale. Il s'est métamorphosé à un moment, il a fait une bascule. Il est devenu un grand-père sensible, quelqu'un qui était très en recherche, et on s'est rapprochés tous les deux. Et après, on est devenus amis, enfin potes, copains, amis. On est potes avec son papa? Non, mais pas potes. Non, amis. Amis. Mais on en a eu des rapprochements. Quand je dis copains, on a commencé à dîner tous les deux, ce qui arrivait jamais avant. Puis moi, je jouais beaucoup au billard à l'époque. Il venait jouer au billard avec moi. Cool. Donc, tu vois, mais c'était une phase comme ça d'apprentissage, d'être juste tous les deux. Et à la fin, c'était une amitié, mais forte, où t'appelles ton père tous les jours comme t'appelles ton meilleur ami. Et mon père était extrêmement cultivé. Et donc avant, il n'y avait pas Google encore à l'époque, mais dès que j'avais une question, je savais pas Google, j'appelais mon père, tu vois. Donc, tu vois, on avait cette relation-là. Et ma mère, elle était totalement très... c'est une mère extrêmement, comment dirais-je, aimante, plus qu'aimante, tu vois. La place. Mais limite, un amour très limite étouffant à un moment, qui peut être dangereux parfois. Et elle a énormément donné, avec ce qu'elle a pu, avec les outils. 7 ans, premier enfant a marié à 17 ans, premier enfant à 17, 18 ans. Donc elle a toujours regretté de ne pas avoir eu d'enfance
tu vois, de grande jeunesse, adolescence, ouais. de jeunesse, d'avoir fait des études, etc. C'était pour elle un vrai sujet. Mais elle compensait ça par beaucoup d'amour. Et puis après, dès qu'il y avait un problème, elle dit, je vais le dire à ton père. Alors, il est arrivé, les sanctions tombaient, tu vois. Mais c'est une fois de plus une autre époque. On parlait justement de cette aristocratie. C'est quoi les codes que t'as gardés, ou les codes que t'as voulu garder, ou ceux que t'as repoussés, parce que t'as quand même été justement éduqué dans une structure, en tout cas dans un modèle assez structurant. Ouais, les codes, si tu veux, ça te permet de t'intégrer partout. Et de savoir te tenir, en tout cas en apparence, à peu près dans tous les milieux, tu vois. Tu peux dîner à une table à la cour d'Angleterre, comme tu peux dîner avec tous les gens possibles et inimaginables de la société française. Tu sais. Oui, tu sais à peu près quels sont les codes et identifier les codes sociaux. Ok, mais ça, on s'en fout en réalité. C'est pas grave. C'est pas indispensable. Les soft skills sont importants. Ah, c'est une lecture des codes sociaux. Donc, tu peux être invité à dîner au château de la Reine d'Angleterre, tu sauras quoi faire. Ok, bon, ça sert pas à grand chose aujourd'hui dans la vie. N'empêche que ça donne un socle et une structure. Puis, ensuite, ça t'apporte aussi énormément sur le respect de l'autre. Sur l'écoute à avoir, sur la compréhension des autres et sur la considération à avoir pour tout le monde. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est les codes que moi j'ai reçus. Ok ? Sans aucune distinction. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ostracisme. Mais tu penses que tu dis l'aristocratie, tu le vois comme ça, moi. Une vision que j'ai de l'aristocratie, justement, c'est on est en haut par rapport au peuple. Toi, tu penses que non, justement... ça, c'est les bourgeois. Ça, c'est la nouvelle aristocratie, c'est ça? Oui, si tu veux, mais ça, c'est plus les codes de la haute bourgeoisie. D'accord. L'aristocratie. Ça, il faut que tu écrives. Ton 8e bouquin, il faut que ce soit là-dessus. Hein. Et en plus, mais celui d'avant était là-dessus. Ça s'appelle La fin d'un monde. L'aristocratie, justement, déclassée, désargentée, qui n'a plus, a tiré les leçons de énormément de choses. Moi, j'ai vécu dans la mixité sociale, à côté de l'immeuble aux 1000 fenêtres. Quand tu passes sur la N118, tu le vois. On était dans des grands ensembles. Il y avait des tours de béton partout. Nous, on était dans une espèce de résidence. Il y avait ni problème de couleur, ni problème de race, ni problème de religion. Moi, j'ai été élevé dans la plus grande diversité. Ce qui m'empêchait pas d'aller voir ma grand-mère et d'aller jouer au bridge avec ses copines et de boire le thé. Et de faire des rallyes. Et de faire des rallyes. C'est pas grave. Ça avait la capacité. D'accord ? Mais il y a jamais eu chez moi, et à aucun moment, ni même chez ma grand-mère, d'arrogance en disant il y a le peuple et nous, on est les élus de rien. Moi, j'ai toujours entendu ça chez moi. Un vrai aristocrate, c'est de savoir qu'on n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, camarade. C'est-à-dire, c'est ton humanité sur Terre qui fera de toi l'être humain. C'est pas tes origines. Maintenant, c'est pour savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. Et chez moi, ça vient de loin, c'est multiple, et ça vient de beaucoup de racines. Voilà, on arrive à les lire et à les identifier aujourd'hui, ce qui n'est pas nécessairement donné à tout le monde de remonter aussi loin dans sa famille, mais c'est tout, quoi. Et moi, la vraie aristocratie, c'est de savoir se tenir humainement face aux gens. Dis-moi, sur une des choses, un des codes qui t'a été donné, ou toute une ouverture, c'est quand même une relation à la religion. Je parle pas de la foi, je sais que toi, on va rentrer là-dedans parce que c'est un sujet qui te passionne, qui te fascine, sur lequel qui est important, la spiritualité. Mais là, c'était une spiritualité religieuse pendant ces années-là, donc tu te retrouvais souvent le dimanche, obligatoirement à la messe, aller avec les codes, ça t'a apporté un certain nombre de choses. Toi, tu le dis d'ailleurs, avec un peu de recul aujourd'hui, tu dis juste, c'est peut-être un peu une idiotie de devoir forcer des gens à aller quelque chose toutes les semaines, mais toi-même aujourd'hui, tu continues à ouvrir les portes des églises quand tu peux. Oui, mais c'est différent, parce que là, il y avait une obligation d'aller à la messe le dimanche, c'était comme ça, c'était pas autrement, sans comprendre, il y avait même pas de bourrage de crâne, c'était parce que c'est comme ça. Si tu veux, c'est impossible. C'est un modèle qui est complètement périmé, où tu transmets quelque chose à l'autre et tu lui donnes envie d'y aller en disant, quelle chance, on va aller partager un moment ensemble et tu vas voir, ça va être génial et viens avec moi, on va vivre quelque chose. Mais quand c'est comme ça, que c'est pas autrement, t'as qu'une envie quand t'es gamin, c'est de te tirer. Le nombre de fois où j'ai séché la messe, où j'allais à la messe très tôt le matin
me débarrasser de la corvée, c'était une corvée monstrueuse que d'aller me taper cette obligation. Une obligation qui n'avait aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens d'obliger les gens à aller quelque chose ou à croire. En revanche, d'expliquer, de montrer, de transmettre, etc. Pourquoi pas? Mais moi, donc, j'ai très vite résisté à ça, et j'ai très vite pris un pli inverse, et je me suis assez vite éloigné de ce culte-là, qui est un peu une tradition, enfin, dans ces vieilles familles, ça, voilà, un peu conservatrice aussi, tu vois. Il faut. Oui, un peu, tu vois, c'est la France de Giscard encore à l'époque, tu vois. Ouais. C'est même pas encore celle de Mitterrand, tu vois. Ouais. Donc, c'est anémone et tout, tu vois, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je suis déjà, moi... C'est déjà parti. Non, mais quelque part, oui, je suis déjà pas... Je suis pas dans ce... un peu différent, je suis pas là-dedans. Mais, en même temps, une fois de plus, je suis très reconnaissant d'avoir reçu ce que j'ai reçu, c'est-à-dire, je pense, une certaine forme d'école. Voilà, des valeurs. D'humilité et puis d'amour. Il y a un événement qui va faire basculer quand même le jeune Xavier, mais comme toute ta famille, en particulier aussi ta maman, évidemment, qui m'est arrivé, c'est la perte de ta sœur, Sophie. Ouais. Donc moi, ça m'est arrivé avec mon frère. Hein. Et donc là, le monde bascule. Évidemment, tu t'y attends pas. Sophie, si je me trompe pas, c'est un accident de voiture. Voilà. Toi, t'es tout jeune hein, à l'époque. Moi, j'ai 19 ans. Oui, c'est ça, t'es tout jeune. Tout jeune. Ah, t'es tout jeune. T'es tout jeune, ouais. Et là, donc, c'est un drame, évidemment, absolu. Sur le moment, à quel moment, justement, on en parle 2 fois, est-ce que ça te fait basculer justement ta foi encore plus loin, ou tu l'arrêtes? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as envie de comprendre un peu plus? Parce que moi, ça m'est arrivé. Quand c'est m'est arrivé que mon frère Fabrice est parti, il y a 7 ans de ça m'a poussé à essayer de mieux comprendre encore si un jour j'allais le revoir. Tu vois, pour moi, ça m'a dit, il faut que je comprenne un peu plus, il faut que je sois plus sage, certainement. Toi, quand t'es si jeune, qu'est-ce que ça t'a fait? À part les stress monstrueuses. Moi, ça m'a surtout révolté, mis en colère. Et ça m'a surtout pas poussé à ouvrir les portes des églises, de la spiritualité ou de la religion. Ça m'a plus poussé à les refermer. Mais moi, ça a d'abord été un cri de colère qui a duré peut-être, plus de 15 ans. Donc, si tu veux, il y a un avant, il y a un après. Et là, cet événement-là. Ah, il est long. Non, mais je veux dire, la cri de colère par rapport à cette dimension religieuse, j'entends, tu me parles. Bien sûr. Donc, si tu veux, moi, j'ai été plutôt... j'ai tout verrouillé, tout fermé. Et si tu veux, pour me remettre de ça, ça prend une vie de se remettre de ça. Moi, je m'en suis jamais remis. Donc, c'est que après que d'autres portes ont pu éventuellement se réouvrir par d'autres biais, c'est plus en donnant la vie qu'en la regardant s'en aller avec quelqu'un que t'aimais plus que tout, ce qui était le cas de moi et ma sœur, si tu veux. C'est plus en donnant la vie, en transmettant, en mûrissant, qu'il y a des interrogations se sont reformulées, des portes se sont réouvertes. Mais si tu veux, le côté, sur le moment, non, c'est la colère, c'est un cri. Qu'est-ce que tu penses que moi, c'est une rage aussi, tu vois. Ouais, évidemment. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'essaie de voir. Ma maman m'a appris à regarder les verres à moitié pleins, même dans les plus grands drames, qui est moi le plus grand drame de ma vie. Hein. T'auras perdu mon frère. Mais après ça, je me dis, ça m'a permis quelque chose. Aujourd'hui, je pense que ça m'a permis d'être meilleur. C'est horrible, hein, parce que c'est le plus grand de ma vie, mais je pense que ça m'a permis d'être meilleur, d'être encore plus ouvert, d'être plus sage d'une certaine manière, d'avoir ouvert des portes qui étaient fermées. Toi, ça t'a apporté quoi, le plus grand drame de ta vie? Moi, ça m'a freiné, moi. Ça m'a énormément freiné et ça m'a énormément rendu triste, malheureux, en colère et angoissé. Ça m'a énormément stressé. Donc ça m'a freiné. Ça n'a pas été justement. Moi, ça m'a permis. Non. Franchement. 19, t'es jeune. J'aurais pu avoir le moteur, si tu veux. Mon moteur à moi et mon envie et ma détermination, elle vient d'ailleurs un peu plus tôt, tu vois.
plus dans mon rapport à l'école qui a été chaotique, dans mon rapport à la dyslexie qui a été hyper importante et invasive dans ma vie, dans le fait que quand j'étais petit, il fallait vraiment que je pédale 2 fois plus que les autres pour arriver à avoir à peu près la même lumière, voire même que l'intensité de ma lampe était quand même plus basse alors que je faisais 2 fois, 3 fois plus d'efforts que les autres, et puis j'étais pas du tout fait pour ça, donc j'ai détesté ça, et ça m'a plus donné ça. Ma rage, si tu veux, je l'ai pris plus là, mon moteur, je l'ai plus fabriqué dans cette espèce de d'adversité là, en étant dans un système qui ne me correspondait pas. Le reste, ce que tu évoques juste avant, non, moi ça m'a freiné parce que en fait ça m'a rendu extrêmement seul, et parfois un peu dark d'ailleurs aussi, tu vois, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à la vie pendant longtemps, avant de retrouver de la lumière qui a fini par revenir et à rejaillir, tu vois. Là, donc t'es parti en ça dépression. Ça assombri. Non, c'est pas dépression, c'est un truc, c'est une expérience très solitaire de connaître ça à 19 ans, tu vois. C'est quelque chose qui te rend et surtout, donc on était une famille très nombreuse, mais on pouvait pas en parler. On pouvait pas parler de ça. C'est devenu très vite tabou. Pour mon père, pour ma mère, c'était très difficile d'en parler. Donc si tu veux trouver quelqu'un quand t'as 19 ans, t'es en prépa, les autres sont dans la vie, sortent, et c'est bien normal, hein, rigole, etc. Ça te fait perdre d'une légèreté en fait, tu vois. Donc ça te ralentit. Dans tes humanités, dans ta jeunesse. Ça te vole un bout de ta jeunesse. Là, ça te ralentit pas plus que ça. Ça te ralentit au sens où ça te vole un bout de ta jeunesse. Ton insouciance. De toute façon, ça m'intéresse évidemment ce sujet de dyslexie et de professeur on va aborder dans quelques minutes. Avant ça, pour continuer sur cette religion, parce que je l'ai dit, j'ai la chance de te connaître. Je sais que cette spiritualité qui s'est bien stoppée pendant des années, soit parce qu'elle était forcée, soit parce qu'un drame de la vie, tu dis juste, mais si Dieu existe, c'est toujours le sujet qu'on a. Ouais. Si Dieu existe, pourquoi il fait partir une jeune fille, un jeune garçon ou n'importe qui à ce moment-là? Et c'est des choses que peu de gens peuvent expliquer et qui peuvent freiner, peuvent enlever une partie de cet espoir. Mais là, je te retrouve des années après, justement, sur autre chose. Le panthéisme, un sadhu, donc... raconte-nous un peu. C'est même plus. C'est pas. Raconte-nous justement ce cheminement. Sadhguru, c'est plus qu'un. C'est un sadhu. Oui, mais donc explique-nous ce que c'est un saint. Non, c'est pas du tout un saint. Non, c'est quelqu'un qui est. Sadhu, c'est saint. Oui, le gourou, c'est celui qui illumine en fait. Il dit les ténèbres, quoi. Mais lui, en l'occurrence, il faut l'écouter, il faut l'avoir rencontré. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir à Paris et d'organiser, d'être host quand il est venu à Paris il y a 2 ans. Salle Playel. C'est marrant parce que pour toi, tu m'en parles comme si tu avais vu le pape, quoi. Non, mais c'est pas le pape. J'ai vu un être humain incroyable, surtout. Il prétend absolument pas. On n'est pas dans le prosélytisme, dans l'endoctrinement, etc. C'est juste un rapport à la vie, une proposition à la vie qui fait à travers son mouvement, à travers lui, à travers qui il est, à travers ce qu'il dit, qui sont juste des choses extrêmement simples, formulées souvent avec beaucoup d'humour, et qui part sur 3 principes qui, moi, ont été une sorte de révélation, qui consiste que ce qui nous appartient, c'est quoi ? C'est nos pensées, nos énergies et notre corps. Et c'est les 3 seules choses sur lesquelles on peut éventuellement faire acte de propriété, et encore. Le reste ne nous appartient pas. Je te dis ça pour aller vite, mais c'est quand tu y penses, c'est tellement évident. Et c'est tellement juste que la détermination qui peut se faire quand tu es un adulte, ou par rapport à ton travail, ou par rapport à, si tu es un homme hétérosexuel, ta femme ou tes enfants, dire mon travail, ma femme et mes enfants, c'est une aberration totale en fait. Il n'y a pas de possession. C'est pas ton travail, c'est pas ta femme et c'est pas tes enfants. C'est un travail, une femme avec qui tu vis et des enfants qui... Quelle possession, tu dis c'est leur principe, c'est le principe de... Si tu réfléchis bien, au lieu de se concentrer sur ce qu'on a, on se concentre sur ce qu'on n'a pas en essayant d'en être propriétaire. Donc je vais dire, ma femme, c'est déjà faire un acte de propriété. Mes enfants ou mon travail. Or, mais c'est autant de temps que tu ne passes pas à t'occuper de ce qui t'appartient réellement que tu ne penses pas. Tes pensées, tes énergies et ton corps.
Ton corps, c'est pas ta musculation, Ouais. hein, c'est ta mobilité. Enfin, c'est voilà. Tes pensées, par exemple. C'est extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui en France, un des plus grands problèmes après le mal de dos, c'est l'anxiété. L'anxiété, elle naît de quoi? De la peur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu demandes aux gens, c'est quoi l'inverse de l'amour? Moi, je fais ça quand je parle de mes livres. Ils vont tous te dire la haine. C'est pas la haine l'inverse de l'amour. L'inverse de l'amour, c'est la peur, justement. Et l'anxiété, elle n'est que du fait que les peurs dominent ton cerveau, donc ton énergie et donc ton corps. Mais 90% des peurs que les gens ressentent ne vont pas se produire. Donc c'est dans le mental. Tu vois, bon, est-ce que c'est pas plus intéressant de parler de ça que de continuer à dire ma femme, mes enfants, mon travail? Mais est-ce que tu penses que ça t'aurait pu avoir cette logique à 20 ans? Non. On est d'accord? Non, il faut du temps. Et C'est un cheminement. Et puis d'expérience. Et une expérience. Douloureuse Et aussi. une expérience. Dis-moi, à quel moment c'est arrivé? Comment tu as entendu parler de Sadhguru, pour ceux qui connaissent pas? Mais c'est à travers d'abord à travers quelqu'un qui en a parlé. Ensuite qui m'en a parlé, et puis après il est extrêmement présent d'ailleurs dans le monde entier, hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut aller le suivre. Il a écrit des livres très intéressants, et puis des séminaires chez lui là-bas en Inde. J'y suis pas allé, mais j'ai un copain qui s'est marié là-bas avec lui. Donc voilà, c'est des expériences de transformation. On parlait de... Puis c'est pas une religion, au sens, voilà, c'est pas une religion. Mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de foi et de cette vision que tu as, de partage, ce que tu dis assez bien, et parfois de regarder ce qui est vraiment important. Tu parlais du panthéisme, c'est moi qui te parlais du panthéisme, parce que c'est toi, je sais que c'est un sujet, quand les gens t'en parlent, ou même quand on parle avec des potes, le panthéisme, c'est pas forcément très connu. En France, tu peux expliquer pourquoi tu penses que c'est un sujet? Voilà, pour le coup, ça repose c'est un acte de croyance, hein, qui n'appartient qu'à moi. Attention, c'est de s'imaginer, en tout cas, de croire que le divin est partout et que c'est-à-dire dans l'arbre, dans la mer, dans la nature, dans le vivant, et de célébrer les vivants, donc protéger la planète, la nature et autres, c'est et y chercher dans chaque détail, un rayon de soleil, une pluie qui tombe, alors ça paraît un peu gnangnan dit comme ça, tu vois, mais dans la nature, des rayonnements qui vont vibrer en toi et qui vont t'amener à une espèce de forme d'apaisement et de bien-être, voire à un sentiment de totalité, quoi, et de reconnexion à toi. Donc, le divin est partout. Et d'avoir cette approche-là dans à peu près, dans tout ce que tu fais. De mettre du sacré dans tout ce que tu fais. Tu veux dire que tu crois profondément en Dieu? Non. Tu dis divin. Oui, mais tu crois quelque chose qui est bien plus puissant. Oui. On est d'accord. Bien sûr. Tu crois par exemple, je crois que la mort n'existe pas. Tu crois à la vie après la vie? Je crois que la mort n'existe pas. Je pense que la mort, c'est la vie qui continue autrement. Je pense que il y a des corps morts, bien sûr, mais les humains se métamorphosent. Après, je dis pas qu'ils se réincarnent demain en autre chose. Je dis que c'est juste la vie qui continue autrement. Que le rapport qu'on a à la mort ultra tabou en Occident, dont on parle absolument jamais, sauf que quand, tiens, d'un coup, t'as 6 ans, on te dit, tiens, grand-père est mort. Mais justement, Sadhguru dit que... Mais lui, il est sur cette ligne-là, par exemple. Oui, bien sûr, mais il dit par exemple que l'objectif, je sais plus comment ça s'appelle, Moshka, je sais pas comment ça s'appelle ce système où il y a un moment ou un autre, où tu arrêtes, justement, cette réincarnation infinie, en fait. Elle n'est pas dit que tu te réincarnes systématiquement. Moi, je crois qu'il y a un système de réincarnation. Ça, c'est quelque chose auquel je crois, tu vois. Mais ça, c'est bien appartient. Une fois de plus, c'est très personnel. Mais je dis juste que déjà, si tu perds quelqu'un, qui est quand même un traumatisme infini, et t'inverses ton rapport entre l'âme de la personne, l'humain et le corps, et tu fais le distinguo entre les deux, déjà tu as un rapport un peu différent à l'événement. Et après, c'est une question de conversation que tu peux continuer ou pas à avoir avec l'autre. C'est pas parce qu'il est mort qu'il ne parle plus. Et le panthéisme, par exemple, c'est aussi être sensible aux signes présents dans la nature et le vivant. Justement, il y a des moments, des instants, Jung, voilà. Des moments, des instants qui sont importants dans la vie, en particulier avec les gens qu'on aime. Je t'ai retrouvé sur le chemin de Compostelle, pas ce sujet du chemin de Compostelle en disant t'arrêtes dans toutes les églises, mais les gens qui font le chemin de Compostelle ont quand même pour la plupart une
une pensée forte, mystique, une foi réelle. Toi, tu l'as fait avec ta fille. Ou en recherche. Ouais. Toi, tu l'as fait avec ta fille. Une de tes 3 filles, Bianca, que tu as marché. Ce moment de trajectoire commune, ensemble, de marcher, ça a apporté ce que tu imaginais, cette marche, cette discussion. Moi, écoute, c'est simple, avec chacune de mes filles, j'essaie de faire des moments, ce qu'on appelle des privés, quoi. Donc, on se passe des moments chacun. La vie... Ce que tu n'as jamais eu avec tes parents. Oui, mais la vie, c'est pas une femme, un homme ou ce que tu veux, et puis les enfants, et puis tout le monde ensemble tout le temps. Pour moi, c'est important d'individualiser mes rapports avec mes enfants. Et c'est vrai que Bianca, on est partis à Compostelle tous les deux. Et Bianca et moi, on a un énorme point commun, c'est qu'on adore nos pays intérieurs, tu vois. Et on se connecte avec nos pays intérieurs. Donc on peut marcher ensemble sans se parler, mais on est vraiment connectés. Et puis parfois, on se met à papoter, tu vois, comme elle dit. On papote. Ok, on ouvre la vanne et là, ça part en flot. Et puis après, c'est bon, on arrête. Et puis après, on marche en silence et on est connecté. Et Compostelle, c'est ça. C'est marcher avec des gens que tu reverras peut-être jamais dans ta vie. Peut-être que oui. Et partager des moments dans la marche, dans la nature. Et il se passe des trucs incroyables avec une règle d'or. On arrête avec cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est pas une question que les gens posent, en fait. Jamais. Mais et donc, si tu oublies cette question, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Sous-entendu, c'est quoi ton métier ? Combien tu gagnes ? Dans quel cas je vais pouvoir te ranger ? Eh ben, tu passes des moments assez vibrants. Où tes énergies sont là. Voilà, avec des gens qui... Toi, on te reconnaît quand même, non ? Oui, mais gentiment. Oui, mais on te reconnaît, puis au bout d'un moment, t'arrives dans les trucs, les gîtes te disent, on sait qu'il est sur le chemin, ou autre. Mais après, passer les 5 premières minutes, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, sur le chemin de Compostelle, mon expérience, c'est que tu croises une première personne, bonjour. Ok. Deuxième, tiens, ça va, vous arrivez d'où, vous avez été vite, etc. C'est quoi ton prénom ? Alexandre. Ok. Moi, c'est Xavier. Très bien. Troisième étape, on se retrouve au prochain arrêt. Ah, ça va, Alexandre. Et toi, Xavier? Tu veux boire un verre? Tiens, ouais, vous allez où? Tiens, on marche ensemble. Et là, on va marcher, on va partager un moment. Et j'ai pas besoin de savoir ce que tu fais dans la vie. On s'est choisi. Et ça, c'est une des vertus de ce chemin. Tu crois au destin, toi? Moi, je crois... Tu crois à la synchronicité, tu crois au destin? Le destin, je sais pas. Quand tu rencontres cet Alexandre, à ce moment-là, ce jour-là? Non, je sais pas si c'est écrit. Moi, je crois beaucoup aux énergies. Je crois beaucoup à ce que vibre l'autre. Moi, je suis quelqu'un d'assez animal et j'aime bien, je ressens ça. Il y a des gens avec qui je peux passer un moment, ils vont te recharger, puis il y en a des gens que tu vas passer un moment avec eux, ils vont te vider. Donc je pense plutôt à ça qu'au destin. En effet, je pense que pour toutes les personnes alors il faut aussi aimer marcher, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, parce que parfois il y a des difficultés physiques, mais sachez juste, pour ceux qui n'ont jamais fait le chemin, que tu peux aussi marcher 5 km, 10 km, tu n'es pas obligé de passer 40 km dans la journée. Exactement. Il y a des gens exceptionnels, les gens dans les gîtes qui sont su, et c'est vrai, ce qui est un bonheur, c'est que les gens ne te poseront jamais la question, et s'ils te posent la question, c'est qu'ils ne doivent pas être sur le chemin pour les bonnes raisons. Non, mais elle finit par arriver, cette question. Pas forcément. Non, mais je veux dire, pas là, si elle finit par arriver, parce qu'au bout d'un moment, tiens, au fait, t'es musicien. T'es musicien. Tu fais ça. Et c'est pas pour ça. Mais c'est pas la première, on te saute pas la gorge avec ça. Et c'est la foi plutôt que la religion. Ouais. C'est important. On parlait de... Ou la recherche. On parlait tout à l'heure de Bianca. Il fallait évidemment citer, parce que sinon tu m'en voudrais, tes 2 autres filles, Gaia, Lou et Tosca. Donc, c'est tes 3 filles que t'aimes, évidemment, et tu le disais tout à l'heure très justement, où tu n'as pas essayé de faire du mimétisme par rapport à la manière dont toi tu étais, mais justement tu essaies de faire ce qu'il y avait certainement de mieux pour tes filles et ta famille dans la gestion quotidienne de l'éducation. Tu sais, sur Pause, toi qui connais Pause, on a des pauses amicales ou des pauses familiales. Je suis allé parler avec quelques personnes qui t'aiment bien. La plupart du temps, c'est forcément des gens qui t'aiment bien, sinon ça serait pas du tout l'intérêt d'ici. Et là, on va écouter la première pause par quelqu'un qui t'a un jour aidé sur le côté professionnel, qui t'a aussi assez bien formé, qui est un gars de la télé tellement bon, et que la question de Marc-Olivier Fogiel. Salut Alexandre, salut Xavier, c'était Marc-Olivier Fogiel. Xavier, toi qui es papa de 3 grandes filles aujourd'hui, et qui a une vie riche, intense, où tu as tenté plein de choses, et tu as vécu plein de choses, j'aimerais bien que tu nous dises quelles sont les 2 grandes valeurs importantes pour toi que tu leur as inculquées. Tu nous racontes ? Je vous embrasse.
Merci Marco, tu sais que la parentalité pour Marco est extrêmement importante. Et quand je lui ai demandé, tu peux me poser une question pour Xavier, il aurait pu te poser une question quand tu as commencé sur Canal, quand tu as travaillé avec lui, il y a plein de choses qu'il aurait pu te poser. Et j'adore cette question parce qu'il te pose une question pour certainement ce qui est le plus important pour lui. C'est la manière dont tu fonctionnes en famille. D'abord, c'est juste un tout petit mot sur nous deux, si tu permets, parce que c'est pas n'importe qui. Pour moi, on est nés le 5 juillet tous les deux, pas de la même année. Donc c'est un peu mon grand frère. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, guidé, ouvert des portes, tant d'un point de vue technique sur mon métier à la télévision, mais pas uniquement, aussi humainement. Et c'est une des rencontres professionnelles les plus déterminantes. Je parlais de Nicolas de Taverneau tout à l'heure, mais voilà, avant il y a eu Marc-Olivier Fogiel, il y a eu Laurent Bon aussi, enfin il y a eu d'autres gens, mais Marco, Philippe Gildas, etc. Mais Marco, c'est un moment de ma vie très très important. Et donc, pour répondre à sa question, les deux grandes valeurs, moi, auxquelles je crois, que j'essaye d'enseigner à mes filles, c'est le respect de soi, savoir dire non. C'est très difficile, hein. Tu sais que les gens ne savent pas dire non. T'as remarqué? Pour pouvoir dire vraiment oui. Donc le respect de soi. Et puis, et oui, pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais le respect des autres. Le respect des opinions des autres. Et le sens de la nuance. Donc voilà, c'est pour faire vite, s'il ne faut en citer que deux, mais il n'y a évidemment pas que ça, mais le respect de soi, de son intégrité, et de savoir poser un non. Quand on parle de l'enfance, parfois je pose cette question-là à mes camarades qui viennent partager ce moment de pause avec moi. Mais à quel moment on a envie d'être journaliste? À quel moment on a envie d'être acteur? À quel moment on a envie d'être comédien? Et toi, quand je me posais cette question, vient ressortir un nom du passé qui s'appelle Yves Mourousi. Alors pour ceux qui connaissent pas Yves Mourousi, qui est la génération qui a peut-être moins de 40 ans, c'était la star avec une voix aussi très 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 reconnaissable. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as 7 ans, 8 ans, comment ça te dit c'est par là où je veux aller? Non, en fait, la chance que moi j'ai eue, c'est d'avoir tout de suite su ce que je voulais faire de ma vie. C'est-à-dire devenir journaliste. Et, pas 7 ans. Non, mais très vite, petit, j'étais fasciné par l'homme. C'est la télé qui te fascinait? Non, parce qu'il était là. Moi, j'étais avec ma mère le mercredi après-midi. Il y avait le 13h, il y avait Yves Mourousi, et je l'écoutais. J'avais sa voix, il y avait son charisme. Et c'est vrai que c'est une des premières personnes qui m'a arrêté devant le poste. J'étais fasciné par le gars. Parce que, voilà, je trouvais que il y avait une présence d'un coup, un charisme, une voix, etc. Et après, évidemment, voilà, j'ai découvert que, voilà, il présentait les infos. Mais je me suis pas dit à 7 ans, je veux être Yves Mourousi et présenter les infos à la télévision. Mais si tu veux, le journaliste, c'est toujours été une évidence, quoi. Je voulais, moi, très vite, quand on me disait, tu veux faire quoi quand tu seras petit, passer les trucs que tu dis quand t'as 5 ans, c'était journaliste, quoi. Je voulais voir le monde, m'intéresser aux gens, voyager, découvrir, mais c'est quoi, tu voulais te barrer? Raconter. Tu voulais te barrer, c'est ça que tu disais? Tu crois? Non, je voulais voyager, je voulais découvrir, je voulais aller, et je voulais donner la parole aux autres, et j'avais envie j'avais ce goût des autres. J'avais cette curiosité des autres. Après, j'étais à milieu de m'imaginer que je ferais de la télé, de la radio et de la presse écrite. Tu vois, à 10 ans. Voilà. Mais même plus tard, même à 15. Et puis surtout qu'à un moment ou un autre, on t'arrête un peu, on te plombe. Je te rappelle que les gens disent que t'es un cas social à l'école, hein. Oui, enfin, donc, profs, ouais. Mais enfin, c'est quand même eux qui sont essentiels, hein. Et puis, là aussi, hein, moi, je pense que les 10, donc, t'es dyslexique, t'es dyspraxique, dyscalculique. Il y avait tout à l'époque, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Toi, t'étais tout à l'époque? Oui, j'en avais beaucoup. Sauf qu'à l'époque, on le disait pas comme ça. Donc on disait il est con. Il est con. Voilà. Donc ou alors, voilà, il fera pas. On va le mettre à la poubelle. Nous, encore une fois, et merci de le dire parce que c'est encore plus d'1 million de personnes qui, même plus que ça, mais en tout cas, quasiment toute famille a un enfant ou un compagnon qui a un 10. Donc, de nouveau, parlons les choses importantes, hein. Les 10 aujourd'hui peuvent se travailler, il y a des méthodes parfois, il y a aussi des solutions qui peuvent exister. Aujourd'hui, l'école à l'époque ne le permettait pas. Aujourd'hui, il faut plus de temps quand tu es dyspraxique ou quand tu es dyslexique. Il est évidemment clairement identifié qu'il faudra plus de temps pour lire un document, pour répondre. C'est certainement pas que tu es plus bête, c'est que juste que c'est un fait et qu'il faut y répondre différemment. L'école, dans les années 70, 80, même 90, ne le faisait pas. Mieux maintenant, l'important, c'est de montrer que avec tous ces 10, Xavier, aujourd'hui, tu fais 1945 depuis 15 ans,
alors que pas un prof ou très peu aurait mis un billet sur toi, peut-être sauf une professeure de français. Non, je fais ça, j'écris des romans aussi, surtout l'écriture, ça a été quelque chose de très très important. La lecture aussi, ça m'a beaucoup rééduqué. Et c'est vrai que les professeurs, moi à l'école, j'étais vraiment pas bien, je tenais pas en place. Être assis, ça me faisait mal physiquement, quoi. Donc il y avait une espèce de fond d'hyperactivité mélangé à la dyslexie qui faisait que c'était pas tenable pour moi. T'étais compliqué. J'étais compliqué, très chaud. Très difficile. T'as souvent été viré, t'as souvent été expulsé. Non, viré, non, pas comme pas. Oui, mais bon, réintégrer. Non, mais c'est. Il a fallu trouver. Voilà, dehors, oui, collé, dehors, pas lui, machin, etc. Il y avait les élèves, le tableau, toi devant le tableau, et puis les élèves derrière toi et le prof qui fait cours. On isolait un peu les. Voilà. Moi, même quand j'écrivais, j'avais mal. J'avais mal partout, en fait. J'avais mal au dos, je tenais pas en place. Mais on sait pas ce que c'était. Non, ça savait pas ce que c'est. Et puis c'est vrai que, voilà, la dyslexie aidant et autres, etc. Donc lui, c'était pas possible. Et puis, il a fallu que je tombe. La chance que j'ai eue, c'est de tomber sur cette femme qui s'appelle Odile Fayet. Et je salue sa mémoire parce qu'elle nous a quittés, hélas, mais, et surtout tous les professeurs qui nous écoutent, quoi. Enfin, c'est quand même le métier l'un des métiers les plus importants avec un personnel soignant, etc. en France. J'ai énormément de respect pour eux. Et il faut aimer nos profs comme nous-mêmes. C'est très très important de les soutenir. Et c'est vrai que elle, un jour, m'a juste donné un tout petit peu d'attention. Et elle m'a pris avec elle. Et ça a réglé 90% du problème. Ça m'a calmé, ça m'a posé. De fin de classe, je suis arrivé tête de classe. Puis après, j'ai pu rentrer en prépa. J'ai pu faire ma vie, quoi. Mais parce que on s'est rencontrés. Et je lui dois énormément. Donc dans mon bouquin Pause, il y a un chapitre entier sur les rencontres. Et de nouveau, la plupart du temps, quand je rencontre des gens qui ont une trajectoire différente, c'est qu'il y a un moment dans nos vies, il y a cette rencontre qui paraît parfois pas importante mais qui va changer notre trajectoire de vie complètement. Odile, ce jour-là, ce moment-là, cet instant-là, se dit pas, tu sais quoi, je vais m'occuper de Xavier, jamais été là aujourd'hui. Ben, bien sûr. Et donc, tu as raison de les remercier, surtout remercions les professeurs, et surtout, c'est aussi une pression supplémentaire pour eux. Ils sont essentiels. Mais c'est aussi un message à dire aux parents qui nous écoutent, qui auraient des enfants comme ça, avec un 10 et autres, etc. Savoir que c'est aussi une chance parfois. C'est-à-dire, dit comme ça, c'est un peu, attendez, c'est pas vous qui vivez avec lui, etc. Une chance, merci, on s'en serait bien passé. Mais ça peut être aussi un super pouvoir. Il faut pas le prendre de manière, je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais comme une fatalité, quoi. Et je voudrais que ces parents-là ne se découragent pas. C'est vrai que la route est longue, et que les enfants aussi qui ont ça ne se découragent pas. Parce que c'est pour ça que c'est important, en tout cas, pour moi, avoir ici des gens qui en parlent, et qui démontrent qu'ils peuvent être aujourd'hui un des plus grands journalistes en France, ou un acteur, ou prof, c'est faisable. C'est beaucoup plus compliqué, nous mettons pas la réalité, mais c'est faisable. Je te retrouve quand même du cancre, cas social, plutôt désigné par un certain nombre de professeurs, à Hippocagne et Cagne. Pour ceux qui connaissent pas vraiment Hippocagne et Cagne, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile et qui on parle vraiment de lettres, là. Toi, tu termines par une maîtrise de lettres modernes, si je me trouve pas. Ouais. Et donc là, on est loin. Il y a un DESS aussi, mais ça, c'est après. C'est comme ça, sur le côté. Dauphine, c'est sur les télécoms. Ouais. Alors là, c'est assez fun. Là on voit, on voit un peu une certaine ambivalence entre l'écriture et l'amour des mots, et puis la technologie. La technologie, pas forcément la technologie, je peux pas dire que t'es le plus grand geek que j'ai rencontré, mais ce qui t'intéresse, c'est de mieux comprendre ce qui arrive, en fait. C'est ça qui est assez génial. Non, ouais, et puis surtout, moi je sortais d'un mémoire sur le sentiment de l'amour dans le théâtre de Beckett. Ok, d'accord, à la Sorbonne avec. Et donc, au bout d'un moment, j'avais des potes qui étaient à X Télécom, qui m'ont dit, gars, t'es gentil avec Samuel Beckett et le sentiment de l'amour dans le théâtre de Beckett. Mais nous, on est sur un truc là, regarde, ça s'appelle Telnet, et ça là, je vais te montrer un truc, ça s'appelle Netscape, et ça s'appelle Internet. J'étais à quoi? Viens, on t'explique. Et comme moi, je commençais à proposer des sujets, à faire des piges, etc., je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que Telnet, Netscape 1.0 et Internet, ça va plus me servir que le théâtre de Beckett. Et bingo, et c'est grâce à ça aussi que j'ai commencé à bosser. Donc je suis pas le plus grand geek que tu connaisses, mais
mais c'est pas, tu sais j'ai quoi, eu ma période geek. Non, mais t'as raison. Mais je me suis intéressé à ça. Ce qui m'intéresse, je trouve ça intéressant, même chose, de nouveau, c'est le message pour les gens qui nous écoutent, c'est que à ce moment-là, ça que j'aime chez toi, c'est que t'es parti, tu le disais, tu ne savais pas, et t'as commencé à être intéressé. Moi, c'est des rencontres aussi. Hein. Ouais, mais ce qui est intéressant là, c'est que tu parlais du billard tout à l'heure, c'est ce sport de combat russe, je sais plus comment ça s'appelle, que tu faisais là. Systéma. Et je te retrouve à faire du souffle, du souffle. Enfin, en fait, breathwork. Voilà. Et en fait, tu devrais essayer, c'est bon pour. Ouais, c'est bon aussi pour ça. Ce qui m'intéresse avec toi, c'est pas pour tout le monde aussi, mais t'es intéressé. T'es toujours en éveil de tester les choses. Tu fais pas forcément 10 ans après, mais tu le testes. Mais on revient là. Pourquoi ça t'ouvre les portes? C'est que là, je te retrouve, on est début des années 2000, donc la tech est vraiment importante à ce moment-là. T'as une émission qui est aussi très importante sur Canal+. Et là, le petit Demoulin, là, il écrit un petit papier, ou il écrit un email, ou comment t'as fait pour contacter? Là, on est Alain de Greff, hein. On parle du grand journal, le grand Alain de Greff qui était omnipotent chez Canal+. Même de Nulle part ailleurs, on parle. De Nulle part d'ailleurs. Nulle part ailleurs, c'est l'ancêtre du grand journal. De Nulle part. C'est en quoi t'avais grandi en regardant la télé après Yves Marouzi. Tu lui as écrit un mail en disant, c'est un mail que tu as envoyé, une lettre manuscrite. Une lettre manuscrite, parce que j'avais pas et tu envoies ça et tu lui dis, c'est impossible que quelque chose qui soit aussi en avance que Nulle part ailleurs ne comprenne pas l'attaque. C'est vraiment ça que tu lui envoies? Ouais, enfin, dit comme ça, je lui dis, voilà, il se trouve que je signais pas mal de papiers à l'époque grâce à un garçon qui s'appelle Yves Eudes dans Le Monde. Et tous les papiers que je faisais, si tu veux, c'était des papiers sur la tech, les sites internet. Voilà, c'était le début d'Internet en France. On était quelques jeunes journalistes comme ça. Et il y avait Le Monde, il y avait Le Monde interactif, il y avait le supplément multimédia du Monde à l'époque et tout. Donc j'avais mon nom qui circulait un peu comme ça. Et puis je travaillais aussi un peu pour les Inrock. Et donc à Canal, ils lisent Le Monde et les Inrock. Donc quand j'écris à De Greff, mon nom, quand il le voit, il dit, je connais ce nom, je l'ai lu quelque part, tu vois. Et donc je dis, j'ai vu que le Nulle part ailleurs commençait à s'intéresser aux nouvelles techno, etc. Si vous voulez qu'on en parle. Et t'as vraiment envoyé une lettre? Oui, j'ai écrit, si vous voulez qu'on en parle, etc. Et là, comme j'étais jeune et con, j'ai dit, je suis très très pris, j'ai très peu de temps, mais si vous voulez, je peux vous ordonner. T'as vraiment mis ça dans la lettre? Oui, ça, j'ai vraiment mis ça dans la lettre. Magnifique. Bon, tu l'as encore, cette non? Non, je l'ai pas, parce que je l'ai envoyé, je l'ai pas photographié. Et je reçois un coup de fil 3 jours après d'Ariel Saraco. Waouh, qui était juste la patronne de Nulle part ailleurs. Et donc, avec François Hubert Audier, etc. Sachant que juste avant, quand même, j'avais aussi travaillé pour Le Monde, pour Canal Plus Interactif, avec Alain Le Diberdère. Donc, j'avais déjà mis un tout petit pied dans la. Voilà. Donc là, t'appelles. Donc là, il m'appelle. T'es excité? Non, elles me disent qu'on peut se rencontrer. Non, pas du tout. Je suis excité, bien sûr. Je suis hyper content. Elles me disent qu'on peut se rencontrer, etc. Voilà. Donc, j'ai là, tu lui dis, laissez-moi dans un mois, dans 2 mois. Là, je fais profil bas et j'en reviens pas et je suis hyper content. Je sais que j'ai quand même. T'as quelque chose. Tu peux toucher quelque chose. Voilà. Je suis en train de travailler pour le Guide du Routard à l'époque et donc je dis, bien sûr, on se voit, on s'est vu. Je vais montrer. À l'époque, on amenait nos books. Tu sais, quand il y avait, on t'amenait les articles que tu avais fait dans un papier. Ça se faisait comme ça à l'époque, avant Internet. Et donc, elle regarde ça, etc. Elle me dit très bien. Alors, je propose une idée de rubrique, et puis, on commence à la tourner, puis elle passe dans Nulle part ailleurs. Voilà, c'est le début. Voilà, c'est le début. Donc tu continues, on te voit après sur plus clair. Puis un jour, elle me dit, tiens, cette semaine, tu sais quoi, tu vas pas la faire ta rubrique comme ça, tu vas la faire à l'antenne. Tu descends avec les garçons. Et les garçons, c'était Devoise et Vecchi. Moi, j'avais jamais fait de télé. C'est un enfer. La peur l'angoisse, tu vois. Et donc j'ai fait ça, ils m'ont balancé comme ça. Tu te souviens de ta première exactement, parfaitement? Très bien. C'est sur quoi? Ça devait être le 2 septembre 99, parce que je me mariais le lendemain, le 3. Et donc, et c'était sur quoi, j'en sais rien. T'en souviens pas sur quoi? J'étais en panique totale, quoi. Les Devoise et Vecchi, c'était une telle complicité, un tel métier, un tel, voilà. Il y avait Public Enemy en concert, en live, le public. Enfin, tu vois, c'était l'ancêtre du grand journal. Ils étaient pas venus pour toi. Non, mais moi, j'avais une petite chronique de 2 minutes à peine. T'as prévenu tout le monde? La famille était devant? Non, oui, j'ai prévenu tout le monde le savait, mes proches le savaient, mais après moi, j'étais très, c'était horrible, en fait. T'as arrêté d'être tétanisé par l'antenne rapidement ou pas? Non, j'ai arrêté d'être tétanisé à l'antenne à partir du moment où j'ai commencé par la dernière. Le fait de disparaître de la caméra et de ne faire que la tenir et de parler,
et de t'interviewer a fait que quand je suis revenu devant, j'ai aucun problème. J'ai plus aucun problème avec ça. Parfait sur Paris Dernière. Mais c'est marrant de se dire qu'il a fallu disparaître pour pouvoir s'assumer. C'est quand même un mec, si tu fais le chemin, c'est bizarre. Donc là, quelques années à Canal, là, Paris Dernière. Ouais. Donc là, donc Paris Première. Ouais. Et dans Paris Première, Paris Dernière, là aussi, il y a quelque chose d'assez fou. Qui vient te chercher pour Paris Dernière? Pareil, ils font des tests. Il y a Ardisson le fait. Le fait après. Après, c'est Frédéric Tadei qui le fait pendant 7 ans. Il est question qu'il arrête, il cherche un remplaçant. On fait des essais. Ils essayent tout, un garçon, fille, etc. Et puis c'est moi qui choisisse. On arrive à la fin de notre discussion. D'ailleurs, le moment où tu te sens bien pour faire une pause, elle est où ce moment-là? Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où tu dis, c'est cet endroit-là où j'aime faire une pause? Marcel Roland, la forêt, près de Chantilly, les pistes de Chantilly, Maison Lafitte, une écurie de course, Grosbois, domaine de Grosbois. C'est ta pause? Ouais, 30 minutes de Paris porte à porte. 1h20 1 heure pour Chantilly, 45 minutes pour Maison Lafitte. Dernière question pour toi, Xavier. Près d'un cheval de course. Près d'un cheval tout court, près d'un cheval. De trotte, de course, d'obstacle. Xavier, maintenant que tu as vécu ce moment avec moi, qu'on a eu cette discussion, je te remercie évidemment. Qui tu me dirais, tiens, tu devrais inviter cette personne-là, son histoire, son parcours, j'aimerais en savoir plus, ou tu en sais déjà et tu aimerais que je l'invite, ce serait qui? Christophe Soumillon. Christophe Soumillon, c'est un des plus grands jockeys. Et c'est un type qui a eu 1000 vies dans une seule vie. D'ailleurs, il va bientôt venir chez moi. Mais interviewé par toi, ça serait très intéressant. Xavier, merci d'avoir pris le temps. Merci de ta transparence. C'était un bonheur de t'avoir avec nous. Merci Alex. Et puis, protège ta voix. Mais j'ai l'impression qu'elle va mieux là. Oui, je sais pas. Peut-être qu'on va 2-3 heures. J'ai l'impression que notre échange a fait du bien à ta voix. Ça me fait plaisir. Je me rapproche de toi. Ça me fait plaisir d'avoir participé à ta guérison. Merci Xavier. Soigne tes énergies. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.